En attendant la réponse ou le recours de M. Hugues Alexandre Barrot-Chambrier, le tribunal a rendu justice en faveur de M. Michel Menga, président statutaire du Rassemblement Héritage et Modernité sur les différents qui leur opposaient. Jusque-là, c'est à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a faite le week-end écoulé à Libreville que le président du parti, le Rassemblement Héritage et Modernité, l'a fait savoir au public. Nous parlerons également dans cette édition d'information de l'Assemblée générale des agents de la direction générale du ministère des petites et moyennes entreprises à leur siège d'Awindje ce matin. Et puis la conférence atelier sur l'investissement communautaire tenue par le docteur Ovolo Fabrice à la Chambre de commerce de Libreville. C'était le week-end écoulé. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité au programme de la radio-télévision Hermon et surtout de m'avoir fait place dans vos ménages en ce premier numéro de la semaine pour vous apporter l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Comme d'habitude, après donc ces titres, passons au développement. Mesdames et messieurs, au sortir de sa victoire sur son challenger Alexandre Barrot-Chambrier du RPM, M. Michel Menga, président du parti Rassemblement Héritage et Modernité, a tenu une conférence de presse le week-end écoulé à Libreville pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les différents qui leur opposaient avec Monsieur Alexandre Barrot-Chambrier. C'était en présence des journalistes de la radio-télévision Hermon. Suivons ce reportage sur ces images de Floris Mapango. Suite aux différends qui opposaient jusque-là les présidents Hugues Alexandre Barrot-Chambrier du RPM, Rassemblement pour la patrie et la modernité, et Michel Menga Messon, président du RHM, Rassemblement héritage et modernité, différents dont le tribunal a rendu justice en faveur de M. Michel Menga par ordonnance du juge des référés daté du 16 avril 2021 et répertorié sous le numéro 22/2020-2021 et dont le but d'éclairer l'opinion sur le verdict du juge, le président statutaire du RHM a tenu une conférence de presse ce week-end à Libreville, au cours de laquelle le politique gabonais se réjouit d'avoir fait confiance à la justice et quant à savoir si ce n'est pas très tôt de crier victoire face à son challenger Hugues Alexandre Barrot-Chambrier lorsqu'on sait que le dossier de légalisation de son parti est en cours. Une fois reçu, pourrait changer la donne. Voici ce qu'il a déclaré. De quoi s'agit-il ? Notre argument est le suivant. Le RHM est un parti reconnu, légalisé, ayant accompli tout. Ceci d'autant plus qu'il a des élus au Parlement, pour l'heure. Il est établi dans notre pays qu'un parti politique qui a des élus au Parlement et aux assemblées ne peut pas changer. C'est établi, c'est acté. Donc, imaginez qu'on veuille tuer le RPM, parce que c'est ça, le RHM. Pour mettre à la place du RHM le RPM, ce n'est pas possible, juridiquement. C'est ça notre démarche. Nous disons qu'il n'est pas possible de légaliser le RPM dès lors que le RHM a des élus à l'Assemblée. Ils sont 6. Et ils sont 73 dans les assemblées locales. Ça n'est pas possible, juridiquement. N'est-ce pas? Donc, ce que vous dites, oui, serait valable dans un autre contexte, mais pas ici. Répondant toujours aux questions des journalistes, le président du RHM estime que ce n'est que justice qui a été rendue, car l'heure n'est plus au triomphalisme, mais au respect des textes qui régissent l'existence des partis politiques au Gabon. Tout ce que nous ne faisons pas du triomphalisme. Pas du tout. Et je dois dire que nous ne parlons même pas. Ce sont les textes qui organisent la vie des partis politiques qui s'expriment. Nous ne faisons que les suivre. N'est-ce pas? Donc il n'y a pas de crainte de notre côté. Mais vous savez, c'est vrai, vous dites qu'il s'agit du droit, et on dit souvent que quand on parle d'une manière générale, le dit-on, est polysémique. Le non-dit est univoque.
Donc dans le cas de la polysémie, oui, les gens peuvent comprendre comme ça, mais cette polysémie ne peut être valable que si on ne connaît pas le dossier. Dès lors qu'on connaît le dossier, qu'on connaît tous les éléments, tous les constituants du dossier, la polysémie s'effondre. Il n'y a qu'une seule façon de comprendre ce qui est écrit. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a d'ambiguïté que ceux qui ne veulent pas voir et qui ne veulent pas comprendre. N'est-ce pas? Vous savez, vous voyez l'autruche, non? L'autruche, la caractéristique, il y a même un proverbe qui dit ne faites pas l'autruche. Ça veut dire que vous ne voulez pas voir la réalité. Elle est devant vous. Mais vous refusez de la voir. Il n'y a pas meilleur aveugle que celui qui ne veut pas voir. Mais il y a des gens, pour vous dire, pour vous montrer, pour vous éclairer, avec des torches parfois, quand vous avez des problèmes des yeux, ils prennent la torche et te disent, mais tu ne vois pas ce qui est écrit là? C'est ça ceux qui lisent la loi. Et il se trouve que, pour cette fois, ce n'est pas nous qui avons initié ça. Nous ne faisons que suivre. Nous refusons de nous mettre en marge de la loi. Nous ne faisons que suivre la loi. Lorsque vous allez vers ceux qui lisent la loi, ils vous disent ce que la loi dit. Et c'est ce qui vient d'être dit par le fait que notre compatriote ait pu amener ce dossier devant ceux qui lisent la loi. Ils l'ont lu. Mais si on avait lu ça, si on n'avait pas voulu faire l'autruche, on n'aurait même pas eu besoin d'aller chez le juge. Parce que les choses sont claires. Ce que la loi a dit, si la loi avait dit le contraire, ça nous aurait étonnés, ça serait extraordinaire. Que les gens qui lisent la loi ne lisent pas la loi. Ils l'ont lu. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Pour la résolution de ce contentieux, a-t-il renchéri, soumettons-nous juste à la justice et rien qu'à la justice. Pour vous rassurer, cette fois, nous, on ne fait pas preuve de naïveté. On s'appuie sur la loi et la loi parlera aussi longtemps qu'elle parlera. Nous la suivrons. Mais il n'est pas question que nous, on accepte qu'on sorte de la loi pour nous amener dans des incertitudes, dans des choses qui risquent de créer des tas de problèmes. Nous savons que nous sommes dans un état de droit. Nous voulons respecter la loi et on va demander que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur pour ce qui concerne ce dossier. C'est ce que nous sommes en train de faire. Donc il n'y a pas de naïveté du tout. On va. Ceci dit, mais le ministère de l'Intérieur est là pour faire appliquer la loi. C'est ça son rôle. C'est pas le ministère de l'Intérieur qui fait la loi. C'est pas lui qui lit la loi. Il y a des gens qui lisent la loi, c'est des juges. Par exemple. Dès qu'ils lisent la loi, le ministère de l'Intérieur vous dit, écoutez, la loi c'est ça. Moi ici, je ne peux faire qu'en fonction de ce que dit la loi. Si c'est une affaire de toi à moi, donc on entre dans le cadre de la subjectivité, je peux très bien vous faire plaisir puisque vous êtes mon frère ou vous êtes mon ami. Bon, vous voulez quelque chose, je vous le donne. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de lire la loi. Au sujet de certains élus du RHM qui voudront rejoindre le RPM d'Alexandre Barrot-Chambrier, le président Michel Menga nous dit ce qui suit. Je voudrais vous remercier d'avoir posé cette question. Mais nous, il n'y a aucune coercition de notre part. On ne force personne à faire rien du tout. C'est une question c'est individuelle, c'est personnel. Mais nous disons aussi que je ne pense pas, nous ne pensons pas que nos élus sont des masos. Des gens qui éprouvent le plaisir dans la douleur. Nous, on ne pense pas. Nous, on pense que c'est des gens qui ont été élus et qui tiennent à leur mandat. Ça serait extraordinaire que ceux qui ont eu des mandats dans des circonstances que vous connaissez, c'est pas facile de se faire élire député. Que parce qu'on veut suivre quelqu'un qui est dans l'erreur et qu'on perd son mandat par conséquent. Nous, on ne le pense pas. Mais si, par extraordinaire, ça arrive, mais ils ne pourront qu'assumer leurs responsabilités. Parce que nous disons, encore une fois, que nous demandons l'application, nous suivrons la loi, rien que la loi. Ce que la loi dit, c'est ce que nous ferons. S'il y a cette catégorie de gens qui disent qu'ils vont suivre, mais ça veut dire qu'ils suivent quelqu'un qui est dans l'illégalité. Quand tu suis quelqu'un qui est dans l'illégalité, mais tu assumes les conséquences de l'illégalité.
C'est tout. Nous, on n'a pas de coercition à faire sur personne. Et d'ailleurs, le terme de notre lettre, ce n'était pas de faire pression ni de quoi que ce soit. Non. Nous leur rappelons simplement que vous avez un mandat du RHM. Est-ce que vous le respectez, oui ou non? Est-ce que vous restez RHM, oui ou non? Si oui, il n'y a aucun problème. Sinon, eh bien, lorsque vous dites non, vous savez à quoi vous vous exposez parce que la loi est claire là-dessus. C'est tout. En attendant la sortie du président du RPM, M. Hugues Alexandre Barrot-Chambrier, qui éventuellement n'a pas encore dit son dernier mot ou certainement fera un recours, il serait mieux que les deux branches s'asseyent afin de trouver une solution approximative pour le bien des militants et sympathisants, surtout qu'on s'approche de 2023. Sinon, souvenons-nous de cet adage qui dit, je cite, « On ne part pas en guerre en rang dispersé. Sinon, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. » Restons toujours dans le même cadre. On va écouter cette fois-ci la locution du président statutaire du RHM, entendu Rassemblement, Héritage et Modernité. Michel Menga est au micro de Floris Mapango. Mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, au nom du directoire du Rassemblement, Héritage et Modernité, je voudrais vous remercier infiniment pour avoir répondu à notre invitation de ce jour. Votre présence en ces lieux est source de réconfort pour nous, car elle témoigne, à n'en point douter, du grand intérêt que vous accordez à la vie, à l'action et à l'actualité de notre parti. L'objet de la présente conférence de presse est de porter à votre connaissance les dernières péripéties qui font suite aux assises de notre congrès de clarification tenu le 3 janvier 2021. Ainsi que vous le savez, j'ai été ad personam assigné à comparaître à l'audience des référés du 30 mars 2021 devant le président du tribunal de première instance de Libreville, suite à une plainte déposée par M. Hugues Alexandre Barrot-Chambrier pour, selon lui, troubles illicites. Cette assignation fait suite à la correspondance que j'ai adressée en ma qualité de président statutaire du RHM aux élus de notre parti. Je dois préciser, pour la bonne et exacte information de l'opinion nationale, que cette lettre n'a pas été adressée à M. Barrot-Chambrier, qui se réclame être le président du Rassemblement pour la patrie et la modernité RPM. Pour votre information, donc, je vous demande de faire large diffusion, par ordonnance du juge des référés, datée du 16 avril 2021 et répertoriée sous le numéro 22/2020-2021, et en appui de notre mémoire en défense, le juge a décidé ce qu'il suit. Statuant par ordonnance contradictoire en matière civile, en premier ressort, je cite, « Disons que le parti politique Rassemblement pour la patrie et la modernité n'a pas encore d'existence juridique. En conséquence, déclarons irrecevable pour défaut de droit à agir l'action émise par M. Hugues Alexandre Barrot-Chambrier. Mettons les dépenses à sa charge. » Fin de citation. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater sans aucune ambiguïté, au terme de la de la décision du juge des référés rendue ci-dessous, les choses sont désormais claires. Le RPM n'a aucune existence juridique et ne saurait donc être présidé par quiconque. En conséquence, les décisions du juge des référés attestent bel et bien
l'existence du Rassemblement Héritage et Modernité dont je suis le président statutaire. Par ailleurs, je porte à votre connaissance que cette décision du juge des référés s'inscrit rigoureusement dans la cohérence des décisions de la Cour constitutionnelle. Cette décision, qui porte le numéro 108/CC, datée du 26 janvier 2021, atteste formellement l'inexistence juridique du RPM. Comme vous le constatez et ainsi que nous l'avons dit, les choses sont désormais parfaitement claires. C'est donc en ma qualité de président du Rassemblement Héritage et Modernité, parti légal à la capacité politique établie par la présence de ces élus à l'Assemblée nationale et dans plusieurs assemblées territoriales, que je me tiens à votre entière disposition pour apporter les compléments d'information et de clarification que vous voudrez bien solliciter. Tout à fait autre chose à présent. On parle d'une grande assemblée générale des agents du ministère, de la direction générale du ministère des petites et moyennes entreprises à leur siège d'Awinji. C'était donc ce matin en présence de Désiré Bieningon et Ariel Nzao. Regardons. Les agents des petites et moyennes entreprises ont tenu une assemblée générale ce matin à leur siège 6 à Awinji. À ce qui semble, des solutions n'ont pas été trouvées face à leurs revendications. Nous l'avons adressé le 26. Jusqu'à aujourd'hui, silence total de la part de l'administration. Et nous sommes levés un matin pour dire trop c'est trop. Nous fermons le bâtiment. Personne n'entre, personne ne sort, jusqu'à ce qu'on nous trouve un nouveau bâtiment. C'est la raison pour laquelle nous vous avons appelé encore ce matin pour que nous nous concertons et trouver des stratégies. Comment est-ce qu'il faut corser notre mouvement près de l'administration qui, encore aujourd'hui, fait semblant de ne pas nous écouter. Mais malgré cela, pas de communication. Comme vous le constatez, dès que nous avons une communication, nous vous donnons suite. Si vous voyez que c'est calme, c'est qu'il n'y a pas de suite. Au sortir de cette assemblée générale, le personnel de ce ministère a décidé de durcir le mouvement de grève jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Ce que j'ai retenu de cette assemblée générale, c'est que les agents votent toujours pour le mouvement de grève jusqu'à l'obtention d'un nouveau bâtiment de travail et que, puisque nous avons constaté que l'administration, dont le ministre et le secrétaire général, l'inspecteur général ne font pas cas de nos revendications, ça voudrait dire que le plan PME pour eux ne les intéresse pas. Donc nous continuons jusqu'à l'aboutissement d'un nouveau bâtiment de travail et les revendications sur les situations administratives et tout ça là. Parce que nous avons constaté aussi que selon les situations administratives au niveau de la fonction publique, il y a un fouillis. Nous avons décidé de corser le mouvement. Le mouvement est corsé à partir d'aujourd'hui et les semaines qui suivent, venez, vous aurez la suite du mouvement qui suivra. Nous avons eu une réunion avec les gars du patrimoine. Nous attendons toujours. Ils nous ont demandé un certain nombre d'éléments qu'on a déjà envoyés. Nous attendons. Ces derniers appellent à l'aide à leur tutelle afin qu'ils libèrent le bâtiment. On a décidé à l'Assemblée générale que progressivement, on ne peut pas dévoiler aussi les stratégies. Parce que les stratégies, si on vous dévoile les stratégies aujourd'hui, sinon tout le monde va savoir. Mais je préfère taire les stratégies. Mais car cela ne tienne, ici, comme j'ai toujours le rappelé, ce bâtiment est défectueux. Le patrimoine nous a demandé de libérer. Vous-même, vous avez fait le constat, vous et moi, que le bâtiment, les conditions sont déplorables. Ils nous ont demandé de libérer le bâtiment et notre tutelle est muette. Ils n'arrivent pas à agir face à cette situation. Voilà comment on vient encore interpeller la tutelle d'agir face à la situation des agents ici. Parce que nous, on ne va pas être les sacrifices de la République. Entre-temps, eux-mêmes, ils seront à l'aise. Ils vont venir déposer les cercueils pour rendre hommage aux agents victimes de catastrophe. Vivement qu'une solution soit trouvée le plus tôt possible. Voilà, poursuivons cette édition d'information, mesdames et messieurs. On va parler cette fois-ci et nous allons aller à la découverte d'un cabinet qui s'occupe des questions relatives à l'établissement d'actes de naissance et de certains dossiers administratifs. Il s'agit bel et bien du cabinet Obama, situé dans le 6e arrondissement de Libreville. L'enquête a été menée par Floris Mapangou,
et Naomi Semba pour le compte de la rédaction de la télévision Hermon. Découvrons ensemble. Le cabinet Obam, jeune de 2 ans, est une structure d'assistance juridique, prestation de services administratifs et contentieux, située dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, plus précisément au quartier fromager à Nzengayong. Le titulaire de charge de la dite structure a tenu à expliciter les missions régaliennes et motivations. Au cabinet Obam, nous faisons spécialement, parce que nous avons décidé d'en faire un droit spécial pour nous, le droit des personnes et de la famille, beaucoup plus des personnes, plus précisément tout ce qui concerne, tout ce qui est en rapport avec le droit des personnes, oui, je vais parler de l'état civil, des questions d'état civil, d'accord? Ici, lorsqu'on parle de l'état civil, on voit 3 différents actes. L'acte qui sanctionne la naissance, bon, on appelle communément l'acte de naissance, l'acte qui sanctionne le mariage, l'acte de mariage, et l'acte qui sanctionne le décès, donc l'acte de décès. Donc nous sommes au cœur des réflexions de ces actes d'état civil. Voici un peu ce que nous faisons principalement. C'est parce que nous avons constaté que dans notre pays, notre code civil est très riche en ce qui concerne le droit des personnes, mais il n'y a vraiment pas une personne particulière. Je vais parler dans la maison justice, dans la grande famille des juristes au Gabon. Il n'y a pas encore eu spécifiquement une structure qui prend comme cheval de bataille ce projet. C'est pour cette raison que le cabinet Obam, que je représente, a décidé de prendre comme cheval de bataille le droit des personnes. Plus précisément, la question inscrite au cœur des actes d'état civil. Maître Obam Mezuidjev, promoteur de ce projet, revient sur la procédure d'ouverture de dossier en cas de besoin et appelle les détenteurs douteux à formaliser leur situation. Lorsque vous arrivez au cabinet Obam, vous saisissez le cabinet Obam, vous arrivez, alors vous allez procéder à l'ouverture du dossier qui s'élève à 15 000. En fait, cette ouverture du dossier, c'est juste la consultation. Parce que ce que nous faisons quand nous allons dire aux gens, c'est gratuit. C'est la consultation. C'est une consultation juridique qui est à 15 000 francs. Et lorsqu'on vous consulte, on va vous demander d'expliquer vous votre cas. Parce que toutes les personnes n'ont pas les mêmes situations. Chacun a un cas bien spécifique. Il y a certaines personnes qui peuvent dire « Oh, moi je suis venu pour le jugement supplétif », alors que ce n'est pas le jugement supplétif. Nous, cette consultation nous permet de savoir quelle procédure diligenter. Il n'est plus question pour nous de rester avec des faux actes de naissance. La loi au Gabon prévoit tout en cette matière. J'exhorte toutes les populations gabonaises, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous êtes, de vous rapprocher du cabinet Obam, qui est situé en Nzengayong Fromager. Vous pouvez rapidement nous joindre au numéro 062 43 16 17. Le 062 43 16 17. Au regard de l'importance de la résolution légale de la question d'acte d'état civil, le cabinet Obam reste à la disposition de l'État. Nous sommes au septennat de la jeunesse. Il n'est plus question pour nous de rester dans nos tours d'ivoire. Je lance un appel solennel au président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président, le cabinet Obam aujourd'hui œuvre pour votre politique sociale parce qu'elle vise à donner à chaque Gabonais la possibilité d'avoir un document légal. Le cabinet Obam, par ma voix, est entièrement à la disposition de toutes les autorités de la République gabonaise, car c'est un cabinet républicain et patriotique. Outil d'assistance juridique, ce cabinet joue un rôle important, notamment dans la restauration et récupération des documents d'état civil. La conférence atelier sur l'investissement communautaire qui a eu lieu le week-end écoulé à la Chambre de commerce de Libreville, présidée par le conférencier Fabrice Ovolo, une occasion tout indiquée pour ce dernier d'expliquer en long et en large ce qu'on appelle le coopérativisme. C'était en présence de Otega Otanzogo et Floris Mapango. Regardons. L'investissement communautaire, un thème largement expliqué par Fabrice Ovolo ce week-end à la Chambre de commerce.
Un sujet d'une importance capitale qui emmènerait certains à être dépendants financièrement. En effet, la production agricole a été prise d'assaut comme exemple tout en définissant le coopérativisme. Le coopérativisme, ça veut dire quoi? Nous avons des terres au village et nous sommes en ville ici. Nous avons de l'argent parce que on parle beaucoup dans l'agriculture du problème de foncier. Quand il faut le titre foncier, on a plein de terres au village et on a le problème, ça c'est des choses de la ville. Si les gens voulaient investir, tous nos terres, ou parcourir au Gabon des kilomètres de forêt. Donc, les gens qui sont ici d'un village, ils se mettent ensemble, ils font les plantations dans leur village. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce qui manque dans l'agriculture, ce n'est pas la main-d'œuvre, ce n'est pas la terre, ce sont les capitaux. Donc, il faut simplement que les gens comprennent qu'il faut investir pour gagner de l'argent. Donc, si c'est l'agriculture que vous choisissez, vous mettez les enfants d'une famille, d'un village, peuvent se mettre ensemble et créer un coopérativisme pour investir dans l'agriculture. L'agriculture pourrait être considérée comme moyen de partenariat afin de s'assembler pour obtenir gain de cause familialement, d'où ses avantages. Parce que l'avantage de l'agriculture qu'aujourd'hui, c'est une activité prioritaire dans le Covid. Vous savez que pendant que vous êtes dans la plantation, vous ne pouvez pas attraper le Covid et vous ne pouvez pas contaminer quelqu'un. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est pour cela que moi j'encourage. Aujourd'hui on a des terres, il y a quelqu'un qui a dit, un monsieur qui a déclaré qu'au Gabon, il a pris la terre du Gabon, il a analysé la qualité de l'eau du Gabon, il a dit il est impossible qu'il y ait un pauvre dans une terre avec une eau aussi riche. Cette conférence a été l'opportunité de définir le fonctionnement de l'investissement communautaire. Le coopérativisme ne se fait pas dans l'informel, ça se fait dans le formel. Ça échoue parce que les gens prennent l'argent, ils vont donner à quelqu'un. J'ai fait un projet, vous arrivez, et vous venez me donner l'argent parce que je parle bien, je présente bien, et vous me demandez, et vous investissez. C'est pas comme ça. On crée une entreprise. Quand vous voyez les banques là, dans les banques là, il y a des millions d'actionnaires. Il y a des millions d'actionnaires pour une seule entreprise. Donc on crée des entreprises et on investit. C'est ça qui est important. Donc il faut comprendre que la confiance est née du fait que les gens veulent toujours faire dans l'informel. Tout ce qu'on fait doit être juridiquement. Pourquoi? Parce qu'il faut encadrer le risque. Il faut s'entourer d'un minimum de contrôle pour qu'on soit sûr de retrouver son argent à la fin. Des explications enrichissantes qui ont enthousiasmé les différents participants à l'heure des débats. Restons toujours à la Chambre de commerce. Comment avoir le succès en adhérant de coopérer? Les précisions, sinon les explications avec le docteur Fabrice Ovolo. Il est au micro de Ortega Otonzogo. Les images sont de Floris Mapango. Non, quand tu as mis l'argent, l'entreprise prend ton argent, ça devient une dette. Il travaille avec et chaque année, il te rétribue par les dividendes. C'est-à-dire qu'il te donne un salaire chaque année par des bénéfices. Mais en fin d'année, ça veut dire que quand tu as mis ton argent, tu ne vas pas à la fin du mois comme si tu travaillais là-bas. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'au Gabon, tu ne vas pas, quand tu as mis ton argent dans une entreprise, tu ne vas pas à la fin du mois comme à la musique, non. Tu attends la fin d'année, il y a une assemblée générale des actionnaires ou un conseil d'administration qui détermine qu'on a fait tel bénéfice et voici la part des gens qui ont mis leur argent. C'est ça investir. La question salariale, que ce soit dans les administrations publiques qu'au privé, se pose toujours avec acuité. Certains travailleurs se plaignent d'être mal payés et d'autres parfois ne perçoivent même pas leur salaire à la fin du mois. Une situation invivable pour ces travailleurs. Suivant ces explications dans ce reportage de Ortega Otonzogo sur ces images de Floris Mapango. Le mariage entre employés et employeurs n'est pas loin de finir dans le contexte du non-paiement des salaires. Les petites et moyennes entreprises éprouvent des difficultés à rémunérer les travailleurs, que ce soit en entreprise ou sur le terrain, pour ceux qui exécutent les travaux de réhabilitation ici et là dans la ville. Les usagers s'indignent sur cette situation et demandent à ce que les ouvriers qui œuvrent chaque jour sous un soleil piquant soient satisfaits salarialement. Les enfants qui travaillent de grâce, on doit les payer. On doit les payer parce qu'il y a des enfants qui ont travaillé là, depuis là-haut là-bas. Mes enfants sont dedans. Ils ne sont pas payés jusqu'alors.
qui peut vivre dans une maison, la maison d'autrui, qu'on ne paye pas. Chaque fin du mois, tu as droit à ton salaire. Tu dois payer ta maison, la maison d'autrui, tu dois vivre aussi avec ça. La problématique de recrutement sans payer les ouvriers prend une proportion inquiétante dans la société gabonaise. Il y a d'autres qui ne sont pas encore payés. Parlons de mon fils, jusqu'alors, il est parti faire le bricole au Vendo là-bas. On lui doit encore de l'argent jusqu'aujourd'hui. C'était là-bas, au Transfo. C'est là-bas qu'il a travaillé, au Transfo là-bas. C'est pas bon. On a des jeunes qui veulent bien travailler. Mais quand le mois finit, donnez-leur leur gain. Ah oui. Les autorités compétentes sont toutes de même interpellées à suivre les ouvriers octroyés sur le terrain. Ceux qui sont en haut là-bas, ils doivent savoir aussi ce qui se passe sur le terrain. Vous devez venir sur le terrain à chaque fois, demander aux jeunes qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous êtes payés, est-ce que ceci, est-ce que cela. Hein? Tu mangeras à la sueur de ton front. Les décideurs des différentes sociétés devraient prendre des dispositions pour rémunérer les travailleurs, car ventre affamé ne peut rien réaliser de bon. Page internationale à présent, mesdames et messieurs, la situation est redevenue à la normale au Tchad après les manifestations contre les régimes militaires en place. C'était donc la semaine dernière. Regardons ce reportage de la presse internationale. Au Tchad, l'armée crie victoire face aux rebelles du FACT. Ce dimanche, l'état-major des forces armées a déclaré que l'offensive des rebelles avait pris fin près d'un mois après le début des hostilités. C'est lors de combats commencés le 11 avril que le maréchal président Idriss Déby Itno a été tué. Selon le général Abakar Abdelkarim Daoud, la situation est retournée à la normale. La guerre est arrivée et nous avons pu maîtriser la situation. Nous avons ramené les prisonniers et le matériel. Nous avons nettoyé les lieux et il n'y a plus rien maintenant. La situation est revenue à la normale. Je voudrais dire à la population de ne pas s'inquiéter. Il n'y a plus rien. L'armée a fait aligner 156 prisonniers du Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad. Parmi eux, Béchir Mahadi, le commandant des opérations armées. J'adresse un message à mes frères qui souffrent dans la rébellion. Pour ceux qui sont morts, que leurs âmes reposent en paix. Et pour ceux qui sont capturés vivants, je demande aux autorités de respecter leurs droits de prisonniers de guerre. Ceux qui sont encore en rébellion à l'extérieur du pays doivent rejoindre la légalité pour qu'ensemble, ils contribuent à bâtir un pays de droit et démocratique. Après l'annonce de la mort du président Déby, son fils Mahamat a pris la tête d'un conseil militaire de transition. Il a promis des élections libres et démocratiques d'ici 18 mois, période qu'il peut proroger une fois. On parle d'une situation inquiétante pour les populations de la République démocratique du Congo qui vivent la guerre depuis plusieurs années. Déjà, des événements douloureux qui ne finissent pas, une situation qui ne les arrange pas. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. En République démocratique du Congo, l'état de siège a été décrété depuis le 6 mai dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Mais dans la population, certains émettent des doutes quant à l'efficacité de cette mesure, visant à mettre fin aux crimes commis dans l'est du pays. Je reste un peu pessimiste. Pessimiste pourquoi? Parce que je ne trouve pas que dans 30 jours, on va finaliser cette guerre ici. Ça fait des années, plus de 20 ans. On n'a pas finalisé cette guerre ici. Est-ce que dans 30 jours, on va finaliser cette guerre? Ça fait plus de 20 ans la population est victime de meurtres, des exactions, de quoi? Des tueries. Donc moi, je pense que pour moi, dire qu'on va finir avec la situation sécuritaire à l'Est pendant 30 jours, c'est un rêve. Des voix s'élèvent également contre la nomination d'anciens chefs rebelles au poste de gouverneur de ces provinces. Les généraux Louboyen Kachama et Constant Ndima se seraient rendus coupables d'exactions, ainsi que le lieutenant Ludoya. Nous allons continuer avec le même élan pour soutenir cette mesure du président de la République, cette mesure du gouvernement congolais, pour afin que les questions liées à l'insécurité soient une priorité de tout le monde. Et à ce stade,
Je voudrais encore une fois demander aux enfants du Nord Kivu, qui sont encore dans les groupes armés, de se désolidariser de ces groupes armés. Alors que le président Tshisekedi a récemment annoncé des opérations conjointes avec des armées de pays voisins, une partie de la population y est toujours nettement moins favorable. Voilà, comme vous pouvez le constater, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information. Avant que de se dire au revoir, le rappel des titres. En attendant la réponse ou le recours de M. Alexandre Barrot-Chambrier, le tribunal a rendu justice en faveur de M. Michel Menga, président statutaire du RHM, sur les différends qui les opposaient jusque-là. C'est à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a tenue ce week-end à Libreville que le président du parti Héritage et Modernité l'a fait savoir au public. Assemblée générale des agents de la direction générale du ministère des petites et moyennes entreprises ce matin à leur siège d'Awindji. Et puis nous avons également parlé de la conférence atelier sur l'investissement communautaire tenue le week-end écoulé à l'hôtel, on va dire à la chambre de commerce de Libreville. Si vous nous avez suivis, merci, mais c'était surtout grâce à la compagnie de toute l'équipe de la radio-télévision Hermon. Je vous dis au revoir dans le but de vous retrouver demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur la radio-télévision Hermon. Ciao, bye bye.